Bonjour, je vais vous présenter donc la vidéo de mécanique concernant l'énergie. Voici le plan qui se déclinera en 5 parties. Tout d'abord, quelques définitions. Ensuite, nous allons définir l'énergie potentielle et mettre en évidence la notion de force conservative et bien évidemment parallèlement des forces non conservatives. Le grand 3, nous allons énoncer le théorème de l'énergie cinétique que j'ai réduit en ce terme tech et le théorème de l'énergie mécanique, TEM, pour des raisons de commodité. Ensuite, nous allons parler des conditions d'équilibre stable et des conditions d'équilibre instables. Et puis une application avec le ressort que nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes et le pendule simple afin d'avoir une cohérence dans toute cette étude. Donc première partie, quelques définitions. Tout d'abord, l'énergie, de manière assez succincte, c'est une grandeur scalaire conservative, donc une définition assez globale. Alors, ce qui peut faire varier l'énergie, c'est tout ce qui peut modifier son état, l'état d'un système. Ça peut être modification de sa vitesse, modification de sa masse, des échanges thermiques, des échanges mécaniques. Dans cette vidéo, nous allons nous limiter uniquement aux échanges mécaniques. Ainsi, nous allons définir une énergie qu'on qualifiera d'énergie cinétique, qui est connue, puisque vous l'avez déjà vu dans le secondaire, qui s'écrira de la manière suivante, 1/2 de mv carré, m étant la masse du système, v, sa vitesse, dans un référentiel donc galiléen. Et nous avons, plus globalement, ce qu'on appelle l'énergie potentielle. Elle peut être, ça peut être une énergie, excusez-moi, de pesanteur, donc qui dépend de la masse et de la gravité sur l'astre dans lequel on fait l'étude. Ça peut être une énergie potentielle élastique. On verra explicitement que c'est une énergie stockée par le système masse-ressort. Et puis, il existe certainement d'autres types d'énergie potentielle et on essaiera de savoir comment on pourra les déterminer mathématiquement, donc sur le papier. Alors, si l'énergie cinétique ne pose a priori aucun problème, puisqu'elle est définie de manière scalaire et elle est immuable, l'énergie potentielle, elle, est tributaire d'un critère fondamental, c'est-à-dire de la notion d'énergie potentielle à l'origine, qui sera arbitrairement posée soit par l'élève, soit imposée dans l'énoncé. Alors, de manière générale, la définition donc à apprendre par cœur est la suivante. Donc, localement, l'énergie potentielle est définie si on a la certitude que la force est conservative, comme étant l'opposé du travail infinitésimal d'une force. Si, donc chronologiquement, on détermine le travail d'une force entre deux instants et qu'on prouve qu'elle est indépendante, que ce travail est indépendant du chemin suivi, on aura prouvé que le travail de la force est égal à l'opposé de la variation infinitésimale de l'énergie potentielle. Ainsi, si on intègre delta EP entre deux instants I et F sera égal à entre les instants I et F. Ce qui signifie aussi qu'on pourra écrire le travail de cette force conservative au signe près. Et cette idée d'indépendance du chemin suivi se traduit par le fait que le travail de la force F sur un chemin défini ne dépend pas du chemin, puisqu'elle dépend de l'état final et de l'état initial. Et ça, c'est un critère fondamental. Et à contrario, une force qui dépend du chemin suivi est une force non conservative. Typiquement, les forces de frottement. Si vous avez un chemin
entre guillemets, court, okay, vous aurez une dissipation due aux forces de frottement qui sera moindre que si vous prenez un parcours beaucoup plus long. Okay. Alors, pour illustrer cette définition, donc à connaître par cœur, donc je répète, hein, c'est très important, la force doit être nécessairement conservative, sinon cette définition n'a pas lieu d'être. Donc on va typiquement se poser la question de savoir, a priori, si la force de rappel d'un ressort est une force conservative. Donc, dans un premier temps, je schématise toujours le même ressort, ok. Longueur à vide L0, longueur L de T, et je repère par rapport à la position d'équilibre X qui vaut L moins L0, d'accord. Donc je repère par rapport à la position d'équilibre. Donc le travail de la force de rappel F, je rappelle que F est égal à moins K X UX, X étant L moins L0, et l'axe UX étant orienté du mur vers l'extérieur. Donc, j'exprime également la variation infinitésimale du vecteur position OM, qui s'écrira dx ux. Un problème donc à une dimension. Okay. Donc, le travail de la force F élémentaire sera égal à moins kx dx. Je vais intégrer entre deux positions, que je vais appeler xa et xb. L'intégrale de x est égale à x2 sur 2. Donc je vais écrire ici moins k x au carré sur 2 entre xa et xb. Et je vais donc obtenir ici moins k xb carré sur 2 moins xa carré sur 2. Et effectivement, il apparaît, à la lumière de ce résultat final, que le travail de la force de rappel entre deux positions xa et xb ne dépend pas du chemin suivi, mais dépend uniquement de l'état final et de l'état initial. Donc, à ce niveau ici, à ce niveau-là, et par rapport à la définition émise un peu plus haut, je peux écrire la chose suivante. La variation, enfin, le travail de la force de rappel entre deux positions x à xb est égal à moins delta EP de A vers B. Je vais écrire le résultat ici. EP. Alors, comme il y a un signe moins ici, je vais rétablir EP en A moins EP en B. D'accord? Donc c'est le contraire de EPB moins EPA, est égal à plus K xa carré sur 2 moins K xb carré sur 2. On va donc identifier EP A à la position xa avec 1/2 de K xa carré, et on va identifier EP en B avec 1/2 de K xb carré. Du coup, l'énergie potentielle du système masse-ressort est égale à 1/2 de kx au carré de manière générale. Alors dans certains ouvrages, vous verrez plus constante, puisque une énergie potentielle est définie à une constante près. Mais dans les théorèmes qu'on verra un peu plus tard, lorsqu'on dérive une énergie, on sera amené à dériver une énergie pour savoir si l'énergie totale d'un système est conservée ou pas. Et le fait d'avoir une constante ne changera en rien les résultats. D'accord? Si deux élèves ont des constantes différentes, le fait de dériver l'énergie potentielle, on obtiendra le même résultat, parce que la dérivée d'une constante est nulle. Donc voilà pour l'expression de EP pour un ressort qu'on appellera EPE.
je laisse ces résultats au tableau. Donc, théorème de l'énergie cinétique. Alors, il faut clarifier un certain point. Le théorème de l'énergie cinétique est un théorème que je vous invite à appliquer systématiquement lorsque vous commencez à débuter, lorsque vous commencez à vous entraîner dans des exercices qui concernent donc toute la partie énergétique. Et après, on verra que le théorème de l'énergie mécanique n'est ni plus ni moins qu'une conséquence avec il faudrait avoir beaucoup de vigilance pour utiliser directement le théorème de l'énergie mécanique. Donc, je vais m'expliquer d'ici quelques minutes. Donc le théorème de l'énergie cinétique, en prépa, il ne faut plus écrire un théorème sous forme variationnelle macroscopique. Il faut l'écrire sous forme différentielle. Puisqu'après, il suffira d'intégrer pour avoir un résultat entre deux positions ou deux instants assez éloignés. Donc ici, ça va être la somme des travaux des forces non conservatives, que je vais appeler NC, okay, plus la somme des travaux des forces conservatives. D'accord? Donc somme sur I, défi, somme sur I. Donc, il n'y a pas de doute à avoir. Vous utilisez, vous listez toutes les forces que vous avez donc pu déterminer lorsque vous étudiez un système, et vous exprimez les travaux respectifs. Bon, certains travaux seront nuls, d'autres non, d'autres sont plus aisés à élaborer, d'autres un peu plus élaborés, ce sera un peu plus compliqué, mais voilà le théorème. Donc, à ce niveau-là, je parle du théorème de l'énergie mécanique. Et je vais utiliser le résultat précédent. C'est-à-dire que, ici, si j'ai la certitude que la force est conservative, je vais pouvoir écrire somme sur I ici, avec un moins devant, D de EPI. OK ? Bon. Si je vais passer ce membre de l'autre côté, je vais avoir D de C plus somme sur I D de EPI égale la somme des travaux des forces non conservatives. Ok, je pondère. Hein. Je mets le signe sigma pour lister le nombre majoré, bien sûr, de forces. Du coup, par définition, la somme de l'énergie cinétique macroscopique plus toutes les formes d'énergie potentielle quantifiables, par définition, là c'est une définition, ça s'appelle l'énergie mécanique. Du coup, le théorème de l'énergie mécanique n'est ni plus ni moins qu'une conséquence du théorème de l'énergie cinétique, mais avec la restriction suivante, on ne considère que les forces non conservatives. Donc quand tout à l'heure j'appelais à la vigilance, c'était en cas de doute, si vous ne savez pas, vous n'avez pas la certitude quant à l'aspect conservatif ou non conservatif d'une force, quand on a un doute, on énonce le théorème de l'énergie cinétique et on écrit les travaux de toutes les forces, qu'elles soient conservatives ou non conservatives. D'accord ? Donc, et en ce qui concerne les théorèmes de l'énergie mécanique, cela ne concerne que les forces non conservatives. Alors une petite remarque, ce théorème ici, de l'énergie cinétique, en réalité, et je l'ajoute que à ce niveau-là, si là on est en mécanique du point, d'accord ? Si on a un système qui concerne n systèmes ponctuels, donc un ensemble de plusieurs points, il faudra considérer les forces intérieures, d'accord ? Donc ici, il faudra aussi rajouter la somme des travaux. Excusez-moi, c'est pas lisible. Ici, je rajoute plus la somme sur I des travaux des forces intérieures conservatives et non conservatives. Ici, ce sont les forces extérieures, et ici, les forces intérieures. Donc en fait, vous sommez toutes les forces, au final. Mais on peut dissocier les forces
extérieures au système et les forces intérieures. Alors, quand il s'agit de l'étude d'un seul point, il n'y a pas de force intérieure. D'accord? Donc cet aspect-là, ici, cet ajout est superflu. Si on a un système composé de plusieurs sous-systèmes, bien évidemment, il y a des forces intérieures. Si on a un solide, les forces intérieures n'interviennent pas. D'accord? Si on a un système avec des sous-systèmes dont les distances respectives varient, là oui, il faudra être vigilant. Donc, extérieur ici, et extérieur ici. Donc la variation d'énergie mécanique, ok, d'un système est égale à la somme des travaux des forces non conservatives extérieures au système. Donc, quatrièmement, équilibre et stabilité. Là aussi, par définition, le critère d'équilibre se fera uniquement sur l'énergie potentielle totale du système. D'accord? Donc, dans un premier temps, il faudra trouver une position d'équilibre. Je prends toujours un système à une dimension. Si j'appelle xec la position d'équilibre, il faudra donc trouver les positions d'équilibre qui correspondent à l'énergie potentielle, à l'annulation de l'énergie potentielle. Ensuite, il faudra définir la stabilité ou l'instabilité de cet équilibre. Alors, pour démontrer le critère de stabilité à l'équilibre, on va faire ce qu'on appelle un développement de Taylor d'une fonction qui est continue et dérivable. Donc ça ne pose aucun problème en physique dans le domaine d'études en question. Donc je vais appeler xec la position à l'équilibre et x position quelconque, très proche de celle de l'équilibre. Donc EP de x, je peux le développer. Donc je fais un développement de Taylor, que vous verrez en mathématiques. Xec plus x moins xec d de EP sur dx il faut que l'énergie potentielle soit un extrémum. Donc la dérivée de l'énergie potentielle doit être nulle. Excusez-moi. C'est le critère d'équilibre. Donc je fais un développement de Taylor. Au second ordre. Alors attention à cette formulation. Je dérive l'énergie potentielle et je remplace la fonction dérivée par xec. Et je dois obtenir 0. Et je trouve une ou plusieurs solutions. Donc, fort de ce résultat, donc cette condition que je vais appeler I, dans ce développement de Taylor à l'ordre 2, le terme ici est nul pour la raison que je viens d'invoquer, c'est-à-dire que la dérivée de l'énergie potentielle par rapport au paramètre x en xec est nulle. Du coup, il va me rester ici une constante. Et on reconnaît ici la fonction, une fonction parabolique, okay, dont la concavité va dépendre du signe de la dérivée seconde de l'énergie potentielle en xec. Si ce signe est positif, j'aurai une parabole qui aura cette concavité. Si le signe de la dérivée seconde de l'énergie potentielle à la position d'équilibre est négatif, j'aurai une concavité vers le haut. Donc, deux cas de figure. Ce cas de figure, okay, si j'appelle ça xec, j'ai fait une rupture de pente. Et puis, oui, on a une origine ici, bon, peu importe. Voilà.
Donc effectivement, on peut, le moyen mnémotechnique, ce serait de dire, bon ben, j'ai une bille ici, et puis je la déplace vers le haut, en haut à droite par exemple, elle va revenir spontanément à sa position d'équilibre. Osciller un petit peu et puis s'immobiliser. Donc la position ici, au plus bas de cette parabole, est une position d'équilibre, mais elle sera stable. A contrario, si je mets la bille au sommet de cette, ce qui peut être apparenté à une colline au final, et si je donne une petite pichenette vers la gauche ou vers la droite, il va y avoir divergence. La bille va s'éloigner de sa position d'équilibre. Elle ne reviendra pas spontanément. La position est une position d'équilibre, mais la moindre perturbation va faire qu'il va y avoir un écart considérable par rapport à la position d'équilibre. C'est une position d'équilibre instable. Donc, dérivée seconde de l'énergie potentielle à la position d'équilibre positif, équilibre stable. Dérivée seconde de l'énergie potentielle par rapport à la position x négatif, position instable, équilibre instable. Pardon. Je vais laisser donc ce schéma fonctionnel et écrire les résultats ici. Donc, d de p sur dx égale à 0 implique donc x ec, une ou plusieurs positions d'équilibre, et la dérivée seconde de cas de figure, strictement positif, strictement négatif, donc stable et instable. Voilà. Passons aux applications. Donc on va utiliser le ressort. Donc le schéma est le même que celui de tout à l'heure, donc je ne le remets pas. Et donc je vais exprimer l'énergie mécanique du système, qui sera donc 1 demi de m x point au carré, problème unidimension, plus 1 demi de k x au carré, d'accord, plus une constante. L'énergie potentielle de pesanteur ne dépend que de l'altitude. Okay. Comme le problème est horizontal, l'énergie potentielle de pesanteur sera constante, elle sera inclue dans cette constante que j'ai appelée C. Nous avons donc une écriture ici scalaire. Si je dérive l'énergie mécanique par rapport au temps, j'obtiens, faites attention, je dérive par rapport au temps, non pas par rapport à x. Donc 2m sur 2, x point point, x point signifiant la dérivée, plus 2k sur 2, x point, plus 0. La dérivée d'une constante est nulle. Je mets en facteur m x point, et j'obtiens donc x point plus k sur m x. Et je reviens sur la dérivée de l'énergie mécanique. Comme toutes les forces sont conservatives, a priori ici le poids qui n'intervient pas, mais la force de rappel, d'après le théorème de l'énergie mécanique ou le théorème de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie mécanique est nulle, puisque le système est conservatif. Donc ici, EM est constant, donc sa dérivée est nulle. Lorsque j'ai ce type d'équation, deux solutions sont possibles. X point est nul, quel que soit t, et nous avons cette équation qui doit être valable, quel que soit t. Alors, ici, cela signifie que la position est constante, donc le ressort ne bouge pas. On est à la position au repos. Il n'y a pas d'étude physique. Maintenant, dès que le ressort est en mouvement, nous n'avons pas d'autre choix que de résoudre cette équation. Équation que nous avons vue dans le cadre de l'étude des équations différentielles. On reconnaît ici l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique, donc linéaire, du second ordre, de pulsation oméga carré égale à k sur m. Je vous rappelle que la pulsation oméga est définie comme étant 2pi sur la période grand T en seconde de l'oscillateur. Donc voilà une manière différente que celle utilisée en dynamique, avec la deuxième loi Newton ou la relation fondamentale de la dynamique ou le principe fondamental de la dynamique, une méthode scalaire qui ne fait pas intervenir les vecteurs ni les projections,
mais qu'il faut quand même maîtriser sans erreur, a priori, au niveau des dérivations. D'accord? Donc, être très vigilant. C'est une méthode rapide, mais il faut bien définir les forces extérieures non conservatives et les forces extérieures conservatives. Je vais conclure donc cette vidéo avec l'étude du pendule pour utiliser les coordonnées polaires. Là aussi, rapidement, donc, orientation des vecteurs unitaires, UR, Uθ. J'appellerai L la longueur du pendule. Donc, je vais avoir l'énergie cinétique qui sera égale à 1,5 de m v carré. Je vous rappelle que v, c'est L θ point Uθ, car OM égale à L UR. En dérivant OM par rapport au temps, ce calcul a été vu plusieurs fois. On obtient l'expression de la vitesse qui est orthoradiale, donc tangente à la trajectoire. Et donc, au carré, L θ point. Se pose maintenant le problème de l'énergie potentielle de pesanteur. D'accord? Donc, EPP, ok? Vous avez vu, dans le cadre du lycée, que l'énergie potentielle, ok, pour un axe orienté vers le haut, était de la forme mgz. Z étant un axe orienté vers le haut. Si l'axe avait été orienté vers le bas, on aurait moins mgz. D'accord? Donc plus mgz. Le problème, c'est que z n'est pas un paramètre utile ou utilisé dans le cadre des coordonnées cylindropolaires. Donc il faudra modifier l'expression de z. Donc ici, j'ai mon point M et j'ai la cote z ici. D'accord? Donc z est ici et je reconnais ici un triangle rectangle. Dans ce triangle rectangle, j'ai l'angle θ, la longueur L et la cote z. Donc il vient facilement, une règle de trigonométrie élémentaire, que z est égal à L cos θ. D'accord? Donc, si... que je réfléchisse... Est-ce qu'il y a des simplifications? P. MGZ. Voilà. Z, c'est ce que j'assure ici. Cette longueur ici totale est L, puisque c'est le rayon donc, parcouru par le pendule. Donc la cote Z, c'est L moins L cos θ. D'accord? Donc je mets L en facteur. Voilà. Du coup, l'énergie potentielle de pesanteur sera égale à mg L facteur de 1 moins cos θ. J'encadre ce résultat. En additionnant ces deux expressions EC et EPP, j'obtiens l'énergie mécanique du système. Le système est conservatif parce que le poids est une force conservative. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en dérivant donc l'énergie mécanique par rapport au temps, je vais dire comme tout à l'heure que c'est nul, et je vais obtenir une équation différentielle. d de EM sur dt égale à 0. Donc, 2m sur 2 L au carré, θ point, θ seconde. Donc, je dérive ici, et je dérive en bas aussi. Plus mgl. La dérivée de cosinus θ, faites attention par rapport au temps, c'est moins θ point sinus θ. Devant le signe cos θ, il y a un moins.
Donc j'aurai θ point sinus θ. Donc je vais avoir 0 égale à... Ouais, c'est ça. Donc je vais mettre m L2 θ point en facteur. Voilà. Nous arrivons bientôt à la fin. Comme tout à l'heure, cette expression implique deux possibilités, θ point nul, ou quel que soit t, cela impliquera que θ est une constante, donc le pendule reste immobile. Il est soit tenu, soit il est dans sa position d'équilibre stable, quel que soit t. Donc physiquement pas intéressant, puisque on s'intéresse à la nature du mouvement. Et ici, en supposant maintenant une hypothèse supplémentaire, c'est-à-dire que nous sommes dans l'approximation des petits angles, nous écrivons, faites attention à la notation, l'équivalence c'est 2 tildes. Pour l'approximation des petits angles, on obtiendra exactement la même structure que l'équation différentielle que nous avons eue avec le ressort, sauf que cette fois-ci, la pulsation G sur L la pulsation au carré sera égale à G sur L. Donc, cela signifie que le pendule va osciller indéfiniment, va faire un mouvement de va-et-vient périodique. Voilà. Cette équation avait été établie précédemment en dynamique en projetant des vecteurs et en utilisant la deuxième loi de Newton. Et ici, il a un traitement énergétique qui a au même résultat. Et comme ça, vous aurez deux possibilités pour établir une équation différentielle. La voie vectorielle, avec des projections si vous êtes plus à l'aise, vous avez plus d'habitude, et la voie énergétique, qui est, à titre personnel, j'ai pu le constater, délaissée par un maximum d'étudiants. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo.